Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette journée dédiée HPC hybride. Je propose de passer directement la parole à Arnaud, qui nous accueille dans ce superbe lieu qui est à Event City, cette école dédiée à l'IA. À toi la parole. Bonjour à tous, donc, ravi de vous accueillir ici dans le cadre du Festival de la robotique. Merci Esther pour toute cette organisation et ravi de pouvoir vous faire découvrir justement nos lieux. Donc quelques mots rapides sur Event City. Donc moi c'est Arnaud, je m'occupe des relations entreprises. Donc Event City c'est une école dédiée à l'enseignement de l'intelligence artificielle et de la data science, qui a un positionnement assez particulier. En fait, on est parti du constat que l'IA, elle était principalement enseignée dans les écoles d'ingénieurs en spécialisation en fin de cursus. Malheureusement, on n'avait pas assez d'enseignements sur les aspects business, pas assez d'enseignements sur les aspects éthiques, et on avait parfois des produits qui étaient un peu déconnectés par rapport aux réalités du marché. Et sinon, on avait aussi l'enseignement de l'IA qui était fait en école de commerce. Et là, c'était beaucoup d'acculturation business, mais on avait du mal à aller sur les solutions techniques et pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire et avoir des professionnels qui comprennent un peu tout ça. Donc nous, le principe, c'était de dire il faut réussir à allier toutes ces compétences-là. C'est pour ça qu'on a créé le programme Grande École chez Event City, qui est un master qui permet en 5 ans de couvrir tout le spectre. Donc on va avoir 50% des cours qui seront sur les aspects techno, 25% sur les aspects business, donc pour comprendre vraiment les usages des solutions IA, et 25% sur les enjeux éthiques. Donc c'est un peu un mot valise, mais nous, en fait, dans éthique, on met, par exemple, tous les biais que vous pouvez avoir dans les algorithmes, comment les altérer. On va également inclure les aspects sociétaux, quand vous déployez une solution, voir quel impact va avoir la solution IA sur les collaborateurs, sur les clients, sur le citoyen d'une façon générale, que la personne qui design ces solutions ait tout ça en tête pour faire des outils responsables. Et enfin, on va former les étudiants sur tous les aspects RGPD, juridiques, donc RGPD pour les données personnelles. Vous êtes sans doute au courant, il y a aussi l'Union européenne qui va légiférer sur l'IA. Donc, on a aussi tous ces aspects-là en tête pour faire des professionnels qui aient un peu toutes les cartes en main pour mettre en place des solutions IA au sein des structures. L'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, on a les grandes entreprises, en gros, qui sont passées à l'IA, elles ont des grosses équipes, elles ont un peu toute la chaîne de la donnée. Maintenant, il faut que les TPE, PME puissent y passer aussi, et c'est pour ça qu'elles ont besoin de profils un peu plus hybrides, sans avoir une armée de collaborateurs pour pouvoir mettre en place des solutions pertinentes. On a fait deux innovations principalement, notamment la clinique de l'IA. Donc ça, c'est le même principe que clinique de droit ou de santé, où vous avez des étudiants qui ont cours le matin et qui travaillent sur des vrais cas d'application l'après-midi. On va avoir des étudiants qui, avec nos partenaires, vont travailler sur des solutions. En fait, c'est des TPE, PME qui n'ont pas les moyens, elles ont des données, mais elles ne savent pas quoi en faire. Nos étudiants vont travailler gratuitement, de façon pro bono, avec elles, pendant tout un semestre, encadrés par un professeur, pour mettre en place des solutions IA en leur sein. Et c'est quelque chose de très positif, puisque non seulement ce n'est pas un coût pour les TPE, PME, et puis au-delà de ça, nos étudiants apprennent vraiment sur des données terrain et pas que sur des cas d'usage. Autre innovation importante pour nous, c'est la garantie à vie de mise à jour de diplôme. En fait, nous, on est société à mission, donc l'idée dans le cadre de la loi PAC, c'était aussi de dire ouverte sur le territoire, inclusion, employabilité. Et dans l'employabilité, nous, on le traduit notamment par cette garantie. En fait, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous, l'idée, ce n'est pas de garantir juste l'insertion professionnelle de nos étudiants, puisqu'on sait que le marché est en tension sur ces technologies-là, donc ils vont forcément avoir du travail. Mais il faut qu'ils restent employables tout au long de leur carrière. Une carrière, ça peut durer plus de 40 ans, des technos qui évoluent très vite. Donc nous, en fait, on a dit on va garantir le diplôme. Donc concrètement, on l'a breveté. On a breveté le concept, on enregistre le diplôme dans la blockchain et on l'a divisé en différents blocs de compétences. Et pendant toute sa carrière, pendant 10 ans gratuitement, mais après, il pourra revenir avec une commission, l'étudiant peut revenir en salle de classe pour resuivre un bloc de compétences et une fois qu'il l'a suivi, qu'il a passé l'examen, il dit ben voilà, je suis à jour sur tel skills. Il peut montrer ça aux entreprises et comme ça rester vraiment à l'état de l'art sur ces aspects-là. Et puis enfin,
l'idée aussi pour nous, c'était de reconcevoir la façon dont on enseignait, et ça passait notamment par les espaces. Donc, vous n'avez pas forcément vu, mais il y a aussi des vidéos par rapport à ça. On a réaménagé complètement le campus avec des espaces très modulables pour que ça corresponde vraiment à ce que l'enseignant souhaite porter, des tables qui bougent, qui puissent être réaménagées, une bibliothèque avec plus de 18 000 livres accessibles en temps réel, et puis différentes salles de conférence, et notamment ici, cette aréna. Donc là, ici, je suis là parce que vous êtes mis pas mal sur les côtés, donc l'idée, c'était quand même que je puisse tous vous voir. Mais sinon, le principe aussi, et n'hésitez pas, dans le cadre de vos échanges, à faire ça, c'est de dire, on ne veut plus, nous, être dans des espaces descendants, avec l'amphi, juste avec un cours magistral, etc. L'idée, c'est qu'on ait un orateur qui soit au centre et qui puisse vraiment, en fait, ça va le forcer physiquement à interagir directement avec son auditoire. Et c'est hyper important, c'est quelque chose dont on s'était inspiré, notamment, je sais pas, pour ceux qui sont allés au Japon, vous avez des terrains de foot qui sont parfois en forme de L. Et en fait, le postulat, c'était de dire, quand ils sont en forme de L, il y a les deux gardiens qui ne se voient pas, et en fait, ça change complètement la façon de jouer. C'était un peu la même démarche, c'est-à-dire on va changer l'espace, et donc physiquement, sans forcément conceptualiser la chose, physiquement, l'orateur, le speaker, et même aussi, du coup, l'assemblée va être engagé différemment, et c'est ça qu'on a souhaité porter aussi dans ces espaces-là. Donc, il y avait un aspect par rapport au marché du travail de l'IA, le positionnement, également sur la façon de l'enseigner, et aussi sur les espaces dans lesquels se déroulent les formations. Et puis, je vous souhaite de bonnes conférences et ateliers de travail tous ensemble. Je propose de passer la main à Nicolas Kuzinski. Bonjour à tous, merci d'être présents, c'est pas très grave. Alors moi je me suis pas entraîné donc je vais pas aller au milieu, mais s'il y en a qui ont le courage de le faire, je les invite bien sûr à le faire, ça sera une bonne expérience. Donc très rapidement, parce que je connais le programme de l'après-midi, je sais qu'il y a beaucoup de speakers, et, enfin beaucoup d'intervenants et un programme très dense. Moi je suis là pour vous dire un petit mot sur le territoire sur lequel on se trouve, donc le Grand Orly-Seine-Bièvre. Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est un des territoires qui composent la métropole du Grand Paris. Donc, on est le territoire le plus grand, on a 700 000 habitants, 50 000 entreprises. Le territoire regroupe 24 communes, donc à cheval sur le Val-de-Marne et l'Essonne. Et donc, ce territoire, Grand Orly-Seine-Bièvre, exerce un certain nombre de compétences pour les communes qui le composent, notamment dans le domaine de l'espace public, la gestion de l'espace public, dans le domaine du développement du territoire, et puis également dans la gestion d'un certain nombre d'équipements sportifs et culturels. Donc moi, j'appartiens au pôle développement économique et emploi. Donc notre objectif, c'est d'accompagner les acteurs économiques et notamment les entreprises de leur création et après tout au long de leur développement, notamment en matière de recrutement et de recherche de compétences sur le territoire. Et puis je travaille plus spécifiquement sur l'innovation. Alors l'innovation, nous au territoire, on l'a ciblée sur 4 domaines d'activité stratégique. La santé, avec comme thématique dans la santé le bien-être, l'autonomie et la cancérologie. La ville durable, transition écologique, transition énergétique, l'agroalimentaire, la food tech, et puis je garde celui qui vous concerne le plus, je pense, pour la fin, c'est le numérique. Et dans le numérique, on a notamment de fortes spécialités donc dans le domaine de l'industrie du futur, robotique, intelligence artificielle, également dans les industries culturelles et créatives. Donc c'est à ce titre-là qu'on accompagne des initiatives comme le Festival de robotique de Cachan. Donc Bertrand Manuel, qui est le créateur du festival, est présent. Sarah, qui s'occupe aussi de la gestion du festival, est avec nous. Donc le Festival de robotique a lieu pendant une dizaine de jours sur Cachan et dans d'autres villes du territoire, avec énormément d'événements qui sont pour différents publics, certains pour des publics professionnels, d'autres pour le grand public. Vous avez une grande exposition dans le gymnase, alors je ne sais plus comment on se retrouve, sur le sous-sol. Voilà, il est derrière. Donc le gymnase Jessie Owens, si vous avez un petit moment après, vous pourrez passer, si c'est encore ouvert, je sais jusqu'à quelle heure c'est ouvert. Jusqu'à 16h30. Il sera encore là à 16h30. Mais par contre, l'exposition est ouverte jusqu'à dimanche. Donc voilà, il y a une grande exposition avec beaucoup d'entreprises qui sont présentes, qui ont ramené des robots, des écoles aussi qui sont là.
Et puis d'autres événements, donc comme celui qu'on a, enfin que Systématique et Identity nous proposent aujourd'hui, qui s'est greffé donc sur ce festival. Et je les remercie à la fois d'accueillir et puis également d'avoir organisé cet événement. Une dernière petite chose sur l'industrie du futur. Nous sommes territoire d'industrie. Donc, Grand Orly-Seine-Bièvre avait été labellisé par le gouvernement territoire d'industrie, ce qui nous permet de travailler directement avec les opérateurs sur le financement des projets des acteurs du territoire dans le domaine de l'industrie du futur. Donc, on a des comités réguliers avec les grands opérateurs que sont BPI-France, la Caisse des dépôts, la préfecture, pour accompagner des projets d'innovation, de recrutement dans le domaine de l'industrie du futur. Donc, n'hésitez pas si vous avez des projets dans ce domaine-là et que vous êtes présent sur l'une des 24 communes du territoire, à vous rapprocher de moi. Je reste tout l'après-midi. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais si vous avez d'autres questions, je serai là et on aura le plaisir de pouvoir échanger un peu plus tard. Bon après-midi à tous et merci encore d'être venus. Merci. Je propose maintenant de passer la main à Omar Ramami. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Je remplace Philippe Duluc, qui est donc en charge du Hub Digital Engineering chez Systématique. Moi, je m'appelle Omar Ramami, je suis professeur à l'ENSTA Paris, qui est à Palaiseau. Donc, ça me fait plaisir de venir dans l'ancienne école de Cachan. Donc, vous êtes les bienvenus à l'IP Paris. Donc, c'est le regroupement de 5 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'ENSTA, Télécom Paris, Télécom Sud et l'ENSAE. Voilà. Donc là, c'est un petit rappel sur le fait que Systématique a joué un rôle historique pour la promotion de l'HPC. Il y a ici des excellents représentants de cette activité et il y a un véritable savoir-faire et une véritable dynamique en termes d'écosystème pour la promotion de l'HPC. Alors très rapidement, je rappelle qu'ici, il y a des travaux qui sont réalisés au sein du pôle Systématique, en particulier au niveau de ce hub. Il y a donc des feuilles de route qui sont publiées. Il y a des informations que vous pouvez trouver et qui sont réalisées par des membres de ce hub Digital Engineering. Alors, on ne va pas faire long parce que je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ces documents. Rapidement, quelques enjeux majeurs. Une sorte de démocratisation de l'HPC. Donc, l'un des points qui nous intéresse particulièrement, c'est effectivement de pouvoir rendre l'HPC accessible et disponible à tout un ensemble d'acteurs, et pas seulement les grands groupes, mais aussi les PME, évidemment. Le deuxième point, c'est de pouvoir réfléchir à tout ce qui est modèle hybride. Et là, cet après-midi, on a un bon exemple de variation des différentes possibilités au niveau de l'HPC. L'HPC embarqué. Alors moi, j'ai aussi une deuxième casquette. Je suis sous tutelle du ministère des Armées, de la DGA. Donc, il y a 2 grandes écoles sous tutelle du ministère des Armées à Palaiseau. C'est l'IX, évidemment, et l'ENSTA. Et donc, toute activité autour de l'autonomisation du théâtre opérationnel. Voilà, il faut imaginer que le futur sera avec des robots. Ça va commencer avec des chars. Et donc, il y a des besoins de calcul très importants dans ces engins blindés. C'est un des aspects qui nous intéresse, mais ce n'est pas le seul, évidemment. L'autre point, c'est aussi la question de la formation. Donc là, je parle en tant qu'école d'ingénieur. Voilà, on discutait de ça tout à l'heure avec certains membres. Tous les ordinateurs que nous avons sont des architectures multicœurs. Quand on était jeunes et fringants, on rêvait d'avoir quelque chose à notre disposition. Malheureusement, les gens continuent à programmer en Python sur des architectures multicœurs. Les téléphones portables ont 8 cœurs, et c'est toujours la même chose. Il y a un véritable déficit en termes de formation en programmation parallèle et exploitation des architectures parallèles. L'autre point que je pourrais citer dans l'activité est évidemment les aspects calcul quantique, tout ce qui est bibliothèque scientifique. Donc, on va avoir des exemples aujourd'hui autour de la modélisation et la simulation sur HPC, qui est un enjeu majeur, évidemment. Et enfin, le dernier point qui peut-être va regrouper un peu tout ça, c'est qu'on s'attaque de plus en plus à des systèmes complets. Alors là, je prends mon autre casquette, qui est la casquette ingénierie système. En ingénierie système, on s'attaque à des grands problèmes, des grands systèmes, et on a besoin éventuellement de faire des évaluations d'architecture à un niveau très large. Donc, au niveau du ministère des Armées, à la DGA, on connaît bien ce genre de problématique, mais on veut descendre de manière la plus détaillée possible aux besoins, et ça nécessite de grosses capacités de calcul. Le choix des différentes architectures va être aussi impacté par la question de la consommation énergétique. Alors, vous avez bien compris que le contexte géopolitique actuel fait que l'énergie est un enjeu majeur. Donc, tout ce qui est contribution à une HPC basse consommation va être discriminant dans les choix des architectures du futur. Voilà,
l'HPC orienté avec un seul objectif, performance seulement, pour moi, est du passé. Et donc, effectivement, il y a une bataille entre les activités processeurs ARM, basse consommation, et le légendaire impact de chez Intel. Donc, il y a des enjeux féroces à ce niveau-là. Il n'y a pas de représentants Qualcomm aujourd'hui, mais ils sont aussi très à cheval sur ces questions. Alors, on pourrait parler des heures. Je vais laisser plutôt la parole aux différents speakers et permettre des échanges par la suite. Vous êtes tous le bienvenu sur le plateau de Saclay, évidemment, à l'ENSTA ou à l'École Polytechnique. Merci. Bonjour à tous. Sabine Maire, moi je travaille depuis une grosse semaine chez Jansi. C'est encore tout nouveau, donc je vais vous demander une indulgence sur les sujets que je vais vous présenter aujourd'hui. L'idée c'était de vous faire un petit brief à la fois donc, sur HPC-QS, qui est un projet européen sur lequel on travaille et qu'on a notamment couplé avec le plan national quantique, et justement la plateforme hybride HQI, qui permettra justement d'exposer des calculateurs et des simulateurs quantiques à la communauté recherche. Donc dans un premier temps, qui est Jansi, je pense que certains d'entre vous le savent très bien, mais peut-être pour d'autres c'est moins clair. Donc c'est une société privée qui a été créée sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est l'un des associés du coup qui vraiment vise les activités de Jansi et les oriente. Et donc, notre rôle à nous, c'est vraiment d'implémenter la stratégie calcul en France sous toutes ces formes, que ce soit pour le HPC, l'IA ou maintenant le calcul quantique. On soutient la recherche, qu'elle soit académique ou industrielle. Donc, vous pouvez le voir sur la droite du slide, il y a des grandes thématiques sur lesquelles on va venir soutenir cette recherche ouverte, comme par exemple l'évaluation des risques naturels, toute la lutte contre la pandémie, la lutte contre le réchauffement climatique, et puis le soutien à la compétitivité industrielle. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est également en charge plus particulièrement de l'acquisition des moyens de calcul, et notamment pour 3 principaux centres en France, 2 en région parisienne, qui sont donc l'IDRIS et le TGCC, mais également pour le CINES à Montpellier. Et donc, dans le cadre de ces procédures d'acquisition, on acquiert des systèmes HPC, IA, et on va être responsable de l'acquisition des calculateurs et simulateurs quantiques également. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a acquis ces systèmes, on assiste également les centres dans l'allocation des heures de calcul pour la recherche à la fois académique et industrielle, qui est une recherche ouverte, ce qui permet aux chercheurs d'accéder à ces systèmes-là gratuitement. Et puis sinon, bien évidemment, on est impliqué dans différentes initiatives européennes sur le sujet, voilà, pour porter un peu la voix française sur la partie calcul. Donc, c'est l'équipe à laquelle j'appartiens, donc l'équipe de Stéphane Requena notamment, qui s'occupe de la veille technologique sur ces sujets-là. Donc, pour faire un petit point de rappel sur le calcul quantique, parce que c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, d'un point de vue purement usage, là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a une technologie qui nous promet finalement de potentiellement résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à adresser avec le calcul classique. Et donc, il y a 2 grosses raids technologiques qu'on voit apparaître aujourd'hui, qu'on voit se distinguer. Il y a d'un côté la simulation quantique, et c'est ce dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, et c'est vraiment là-dessus qu'on a axé le début du plan national quantique, et de l'autre côté, il y a le calcul. Alors finalement, la différence, elle n'est pas claire pour tout le monde. Elle consiste simplement que les simulateurs quantiques, ils visent à utiliser un système physique qu'on sait, qu'on connaît bien et qu'on sait bien maîtriser pour étudier un système cible. Et donc, de ce point de vue-là, on va adresser des unités de calcul d'un point de vue système et non pas de manière indépendante comme on peut le faire avec le calcul quantique, qui est donc l'autre
l'autre piste technologique qui est explorée et qui, elle, vise à adresser donc des entités de calcul qui sont des bits quantiques pour résoudre un plus grand nombre de problèmes que la simulation quantique. La simulation quantique, à date, elle nous permet d'adresser des problèmes de chimie quantique et des problèmes d'optimisation, principalement. Là où le calcul quantique va permettre d'ouvrir encore un peu plus le spectre d'application avec le machine learning, mais également la résolution de systèmes complexes et notamment les équations aux dérivées partielles, qui est un sujet qui est assez dynamique de ce point de vue-là, du point de vue recherche algorithmique. Je voulais aussi vous dire qu'effectivement, en France et en Europe, on a un écosystème calcul quantique et simulation quantique qui est particulièrement florissant. Déjà en amont de l'initiative gouvernementale. Donc, je vous ai mis quelques acteurs. Alors, ça n'a pas du tout une visée exhaustive, ce slide. Je vous ai mis quelques acteurs du point de vue matériel. Comme exemple de start-up française sur le sujet, vous avez Alice et Bob, Candela qui travaille sur des photons, C12 sur des nanotubes de carbone. Enfin bref, il y en a énormément qui travaillent donc sur plusieurs pistes technologiques. Du point de vue simulation, vous avez Pascal, qui est assez connu. Et puis, d'un point de vue recherche algorithmique, consulting, accompagnement des utilisateurs et middleware, vous avez certaines sociétés comme Colibri TD, je vois qu'on a des représentants dans la salle, Multiverse, on a également Michel qui est là, Atos, Olivier, et HQS par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a des industriels qui ont pris le sujet déjà et qui sont en train de mener des preuves de concept avec certains de ces acteurs pour justement s'assurer de ne pas manquer cette révolution technologique. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le gouvernement français a décidé, a vu qu'il y avait une vraie promesse du point de vue de cette technologie-là, et a décidé d'accompagner les différents acteurs sur son territoire et également par sa participation à des projets internationaux, européens et internationaux, par justement la mise en place d'un plan stratégique pour les technologies quantiques. Et parmi lesquels, on va le voir, il y a tout un pan qui est vraiment dédié au calcul quantique. En tout, pour les technologies quantiques, on est sur un budget d'1,8 milliard, qui inclut 1 milliard directement du gouvernement français. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces différents acteurs sur les sujets calcul, communication, capteurs et cryptographie, donc avec notamment le pan protection, la cryptographie post-quantique. Et donc, elle a nommé un coordinateur pour ce plan qui est Neil Abbrook. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui de la partie vraiment calcul et notamment de la plateforme HQI. Donc, ça signifie HPC Hybrid Quantum Initiative, anciennement PNCQH, pour ceux qui avaient suivi. Et donc, c'est pas uniquement une plateforme physique, c'est notamment une plateforme physique qui va venir hybrider finalement des plateformes HPC avec des calculateurs quantiques. Mais c'est également un programme de recherche et donc qui a un budget d'un peu plus de 72 millions d'euros sur 5 ans, donc de 2021 à 2025. Et donc, pour cette plateforme, on a 2 segments qui incluent 4 lots. Et donc, Gensi est particulièrement présente sur le lot 0 qui consiste dans l'acquisition de ces moyens de calcul, justement, pour les exposer à des utilisateurs et leur allocation. Et le lot 3, qui est un lot qui est plus orienté dissémination, accompagnement des utilisateurs. Et il y a également donc, le lot 1 qui vise plus la recherche académique et qui, lui, est mené par l'INRIA, et le lot 2, qui est plus orienté donc, recherche industrielle et qui est mené par le CEA. Donc, pour le lot 0, qui consiste vraiment dans l'acquisition de ces moyens de calcul et l'allocation de temps sur ces machines, qui est donc menée par Gensi, on a 4 phases. On a une première phase qui consiste dans l'acquisition des systèmes qui, à notre sens, sont les plus matures. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de simulation quantique tout à l'heure. Donc, on s'est vraiment axé sur ces systèmes qui sont aujourd'hui d'un TRL plus élevé que les autres. Dans la phase 2, on va aller acquérir des technologies avec un TRL un petit peu plus bas,
Donc aujourd'hui, on est en train d'explorer plusieurs pistes, que ce soit la photonique, les supraconducteurs ou autres. La phase 3, elle va venir encore chercher des acteurs qui ont un TRL encore un peu plus bas, avec un type d'accompagnement un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va les accompagner d'un point de vue R&D en amont. On va les aider, on va financer un peu de R&D, et ensuite, ultérieurement, on va venir acquérir des systèmes quand ils seront un peu plus matures. Et la phase 4, et là on rentre vraiment dans je dirais, le rôle historique de Gensi, ça va vraiment être de coupler des calculateurs et des simulateurs quantiques avec les machines exascale quand on les aura. Voilà, donc moi je vais vous parler aujourd'hui plus de la phase 1, puisque ça consiste dans le projet HPCQS. Donc là, on le voit que l'Europe vient abonder des financements français. Là, c'est un bon exemple. On a postulé à un call Euro-HPC avec des partenaires allemands, notamment Jülich, et d'autres partenaires pour héberger des simulateurs quantiques. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'avoir la première infrastructure pan-européenne cloudifiée qui permettent d'accéder à une plateforme hybride HPC simulateur quantique avec l'acquisition de 2 systèmes à plus de 100 qubits ou 100 entités de calcul hébergés au CEA, donc au TGCC, et à Jülich en Allemagne, et donc dédiés là encore à de la recherche ouverte. Donc l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'aider les chercheurs, que ce soit au niveau académique ou industriel, à se préparer à utiliser ces systèmes de simulation quantique dans un contexte HPC, à vraiment commencer à déployer une infrastructure pan-européenne de HPC accélérée par le calcul quantique. Donc c'est la première brique. Et puis donc à fournir un accès unifié à ces moyens de calcul. Donc c'est un projet sur 4 ans, qui est cohérent donc avec le plan national quantique, de 12 millions d'euros, donc 6 millions de la part de l'Europe et 6 millions de la part des États membres. 6 pays qui participent, donc on a la France et l'Allemagne qui sont vraiment meneurs sur ce projet, mais on a également une participation de l'Italie, de l'Irlande, de l'Autriche et de l'Espagne. Et donc on a tout un tas de partenaires qui ont mis leurs compétences, je dirais, dans cette proposition. Et donc, comme je le disais, les machines seront hébergées d'une part au TGCC et donc couplées à Joliot-Curie, et d'autre part à Jülich en Allemagne. Et donc, comme je le disais, il y a eu un peu on s'est un peu découpé, je dirais, les work packages en fonction des compétences des uns et des autres. Donc, Jülich gère le projet, vraiment en front sur la gestion de projet. On a Gensi qui donc acquiert le simulateur quantique et qui a géré l'appel d'offres pour l'acquisition du simulateur quantique, et puis qui va également donc travailler sur l'accès à ce simulateur quantique, et puis la veille justement pour potentiellement venir intégrer à cet écosystème d'autres technologies. On a Partech, qui est donc un associé de Jülich, qui va travailler sur la partie cloud et infrastructure logicielle. Atos, dans son rôle également, travaille plutôt sur la partie environnement de programmation et librairie, et notamment ce qui est optimisation. On a iCheck, donc les Irlandais, qui travaillent plus sur la fédération des utilisateurs et à détecter un peu des cas d'usage pour mettre en valeur cette plateforme. Et puis enfin, Euris, qui travaille sur la dissémination, la communication autour du projet. Et ça, donc c'est tout frais, ça a été annoncé la semaine dernière et ça va être signé normalement la semaine prochaine. On a annoncé que donc Pascal a remporté cet appel d'offres. Justement, donc ils vont fournir 2 simulateurs, un simulateur en France et un simulateur en Allemagne. Et donc ça permet aussi de valoriser un peu l'écosystème français. Et donc je peux vous dire quelques mots aussi, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, sur la partie dissémination, qui est également menée par Gensi dans HQI, parce qu'on a des choses dans les cartons qui me paraissent intéressantes, notamment dans un cadre comme celui-ci. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur le choix d'un partenaire
pour justement un accès cloud à cette plateforme HQI particulièrement, un partenaire souverain. On travaille également à la mise en place de plateformes communautaires justement pour essayer de fédérer l'écosystème qui va venir intervenir autour de cette plateforme. On travaille également sur l'organisation d'événements de dissémination. Alors, sur les plateformes communautaires et les événements de dissémination, l'important pour nous, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue. C'est de réutiliser des initiatives qui sont déjà là ou qui sont en train d'être mises en place et qui fonctionnent, qui sont portées par d'autres, et de leur donner plus de visibilité pour que ce soit justement un succès. On travaille également aujourd'hui avec la région Île-de-France, et demain on pense travailler avec d'autres régions sur des financements de preuves de concept qui permettent de faire se rencontrer des industriels avec des jeunes pousses du quantique pour travailler vraiment sur des cas d'usage concrets et essayer d'avancer un peu plus vers l'avantage quantique. Je vous en dirai plus après. Et puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est pour essayer de favoriser le développement de ces pôles en région, créer des lieux physiques qui seraient des maisons du quantique qu'on mettrait en réseau et qui permettraient, là encore, d'avoir des lieux d'échange entre ces jeunes pousses du quantique, les académiques, les industriels, pour justement dynamiser encore plus cet écosystème et lui donner de la visibilité. Donc ça, c'est quelques exemples finalement de preuves de concept qui ont été promues par Gensi dans le cadre justement de ce partenariat avec la région Île-de-France. Donc ce sont des preuves de concept sur 2 ans. Le principe, c'est que c'est la start-up qui est financée à hauteur de 45%, je crois, de son investissement. Et il faut vraiment avoir identifié en amont avec l'industriel un cas d'usage dont on pense qu'il est prometteur justement pour essayer de faire avancer la recherche algorithmique. Donc on retrouve des grands noms comme Thales, Air Liquide, EDF ou encore Total qui ont investi du temps, et puis des jeunes pousses comme Qubit Pharmaceutical ou Pascal, QCware et C12, donc voilà, qui travaillent qui collaborent finalement sur ces sujets pratiques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? J'étais pressée. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. On va passer la main à Fatima. Okay. Alors, bonjour, je suis Fatima Dani, je viens de ESC Group. Je ne sais pas si, au cas où vous ne connaissez pas ESC Group, donc on est une compagnie d'édition de logiciels, pionnier dans la simulation du crash, qui a commencé dans les années 70, bientôt 50 ans. Ça a commencé avec 6000 éléments et on a suivi durant toutes ces années l'évolution numérique en utilisant toutes les révolutions, la décomposition de domaine, le HPC et toutes ces techniques-là. Et puis on s'est diversifié, on est éditeur aussi de software, de manufacturing pour accompagner les clients de la fabrication au test, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer des travaux qu'on effectue au sein de département d'innovation à ESC Group, où on a fait converger la réduction de modèles, les techniques de machine learning pour des simulations locales globales. Et pour ceci, je vais vous présenter 2 cas d'application automobile, la simulation du point de soudure et la prédiction du court-circuit dans une batterie, dans un véhicule électrique. Alors, il faut savoir qu'un crash de véhicule, parmi nos partenaires, en fait, on a 2 constructeurs automobiles, l'Alliance Nissan, Renault et Volkswagen, qui utilisent notre software Pump Crash, BPS. Donc, une simulation de voiture actuellement, avec les moyens actuels et les techniques numériques, prend à 7 à 9 millions d'éléments pour mesurer, pour calculer un crash de voiture. On a la taille d'éléments qui est importante parce que ces simulations se basent sur des schémas dits explicites. Donc, le pas de temps de simulation est fortement lié à la taille de l'élément. Donc, pour simuler 200 millisecondes de crash, on a besoin de 200 000 pas de temps. On doit aller de 200 000 pas de temps pour arriver à la fin du crash. Ceci sur des moyens HPC, un calcul prend 12 heures sur 144 cœurs approximativement.
les points de soudure. Donc, vous avez 3 modèles de points de soudure, sachant que les points de soudure représentent 80% de l'assemblage de la voiture. On peut en trouver 4000 par voiture. Donc, c'est des régions fragiles dues à leur conception, soumises à des soudages, enfin, la conception. Donc, là, on a un point de soudure, en fait, expérimental. On voit qu'il se détache. C'est ce qu'on utilise d'une façon standard, les poutres, pour modéliser la rupture de point de soudure. Ce qu'on ne peut pas voir, en fait, c'est la déchirure ou la rupture, enfin la propagation de la fissure au sein du point de soudure. Chose qui est importante pour la sécurité lors du crash. Sachant que ce qui nous intéresse, ce que je n'ai pas dit, dans la conception, l'étude du crash, c'est minimiser la masse tout en sauvegardant la sécurité de l'occupant et d'autres critères, mais essentiellement la sécurité à l'intérieur pour l'occupant. Donc, certaines intrusions, déformations qui peuvent absorber les énergies. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, parce que je parle de simulation locale globale, pour moi, le global, c'est la voiture, donc elle a une taille de 2,5 mètres. Le point de soudure, c'est des patchs de 20 mm, donc vous voyez que c'est petit. Pour une simulation, on a 10 millions d'éléments, comme j'ai dit, mais un pas de temps qui est 1 microseconde. Et vu que le schéma explicite utilisé pour la simulation du crash est lié au plus petit élément, donc comme on a petit et c'est modélisé avec des solides, ça fait chuter le pas de temps de la simulation. Un seul point de soudure, ça fait chuter à 50 fois. Donc, au lieu de faire 200 000, on va faire 10 millions de pas de temps, ce qui n'est pas... c'est un défi pour même en HPC. Donc, on rajoute un point, on fait diminuer de 50 le pas de temps, mais jusque-là, par exemple, avec nos partenaires Renault, ce qui a été mis dans une vraie voiture, c'est 5 points de soudure. C'est-à-dire, ça fait 2 millions ou 2,5 millions. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre beaucoup de points de soudure. Donc, on est arrivé à la limite du HPC et de tous les moyens qu'on a. Donc, ce que nous avons proposé, c'est que, en fait, pour ces approches locales globales, comment intégrer ce comportement local dans une approche globale. Donc, on a les équations de la dynamique, on a une sollicitation qui arrive, que j'ai notée ici, U, en fait, c'est des déplacements. Et à la sortie, en fait, c'est dans la boucle du schéma numérique, on a des forces de réaction de ce point de soudure. Donc, ce que nous avons proposé, c'est de couper cette partie chère, enfin, de trouver un modèle qui soit aussi précis que le 3D, mais qui ne détériore pas les calculs dans le cadre du crash. Donc, on coupe la partie qui est chère et on la remplace par du machine learning, ou ce qu'on appelle, pour l'instant, on a essayé le incremental dynamic mode decomposition. Donc, il s'agit de quoi? C'est avec le machine learning, on va enlever la partie qui est chère, mais on va remplacer, on va créer une certaine rigidité sur le bord qu'on a créé, le bord libre, pour lui donner une rigidité comme si la partie était là. Et ceci va être fait grâce à l'apprentissage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mésomodèle, on va le solliciter. Là, on a en fait 2 tôles, une tôle supérieure et une tôle inférieure. On va regarder là, on va couper, on va le solliciter, on va sortir les sollicitations et les réactions, et on a décidé de créer cette matrice-là qui représente une rigidité. Alors, si on sollicite, on a les UI et les forces de réaction qui sont relatifs à ces sollicitations, on va voir que chaque force va être le produit de cette matrice par ce déplacement. Donc, on a fait un premier plan de sollicitation d'apprentissage naïf, en fait, pour retrouver tous les cas qu'on connaît, en fait, de traction, de pelage et tout. Qu'est-ce qu'on s'est mis comme paramètre? On va fixer la tôle du bas, soit entièrement, soit partiellement d'un côté, c'est ce que vous voyez dans la partie verte, et en bas, soit on tire tous les côtés, soit on tire un seul côté. Et bien sûr, la vitesse avec laquelle on va tirer. Donc là, comme on est dans un modèle élastoplastique en matériaux, donc l'intensité intéresse peu. On va se retrouver avec 28 cas seulement pour entraîner notre modèle.
Donc là, en phase offline, après avoir joué avec le mésoscale, les mésomodèles, on a notre dictionnaire, on a des sollicitations qui correspondent et des réactions qui correspondent à ces sollicitations, et on a construit notre matrice dite de rigidité qui remplacera la partie qu'on a enlevée. Donc, ce qui va se passer dans la phase online du software, c'est que la voiture va envoyer des sollicitations au point de soudure. Le point de soudure vide doit donner des réactions. On va essayer de donner une force de réaction comme un produit de matrice de rigidité fois le déplacement qu'on a reçu. Cette matrice de rigidité va venir de notre dictionnaire qu'on a construit dans la phase offline. Donc là, en fait, c'est juste pour... Je ne sais pas si... Donc là, on a pris ici, on a changé l'intensité. On a tiré, on a fixé toute la tôle du bas et on a tiré sur le haut. Ce point de soudure n'était pas dans notre ensemble d'apprentissage. Et on arrive, bien sûr, là, vous voyez, en fait, la force en X, la force en Y, la force en Z. On a 48 courbes à chaque fois et c'est les 48 nœuds de l'interface. 24 de la tôle en haut, là, on a coupé, en fait. Donc, on voit qu'on a construit un modèle, en fait, qui a, avec cette matrice de rigidité, qui respecte les réactions comme si le tout était là. Donc, ce travail a été effectué dans un consortium avec Renault et Gestamp, et ça fait la thèse d'Intelsifre qu'on a dirigée conjointement avec Francisco Chinesta. En parlant des moyens JANSI, donc là, on a essayé d'augmenter la paramétrisation. Donc, on va fixer la tôle du bas, soit entièrement, soit partiellement. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que les 4 coins, on les sollicite, en fait, on les laisse libres et le milieu suivra linéairement. On s'est retrouvé bien sûr, avec l'intensité avec laquelle on tire. Donc là, on s'est retrouvé avec 8190 simulations qu'on n'a pas les moyens de faire, et grâce à JANSI, on a pu les envoyer. Et puis, on a envoyé 250 voitures, parce que là, on a fait des sollicitations élémentaires, mais il nous faut enrichir avec des sollicitations réalistes. Donc, on a envoyé ce qu'on appelle un crash latéral, parce que les points auxquels on s'intéresse, c'est des points, pour ceux qui connaissent les points de soudure du 22 à LD5, qui se retrouvent sur le B-pilar. Et on a envoyé 250 et on a récupéré 10 Tera qu'on est en train de réaliser. Sans JANSI, on n'aurait pas pu faire ça. Je vais vous parler maintenant et je ne sais pas, maintenant que je fais la comparaison entre simulation et calcul quantique, si on peut utiliser le calcul quantique. Voilà. Donc, là, je vais passer au short circuit, en fait. Donc, ce travail a été fait dans le cadre d'un projet H2020 avec 2 constructeurs automobiles, CRF Fiat et Volkswagen, avec un partenaire. Donc, il y avait 2 volets, la CFD et le crash, et les partenaires du crash sont là devant vous. Donc, nous, éditeurs de logiciels, Virtual Vehicle, qui est leader dans la conception de batteries et de constructeurs automobiles, et un partenaire académique, l'ENSAM. Alors là, je vais commencer par ça, juste vous montrer. Là, on sollicite une batterie, juste pour voir que l'abus mécanique sur une batterie peut engendrer un short-circuit. Il y a d'autres raisons, mais nous, on a décidé de se focaliser sur ça. Lors du crash, quel est le risque de ça? Donc, juste des chiffres. On a la batterie dans un véhicule électrique, c'est un pack de batterie qui est composé de modules, et chaque module est composé de selles. Donc, si on regarde le mésomodèle de la selle, il contient 5 millions d'éléments. Si on passe au module, on a pratiquement 16 selles dans un module. Donc, on se retrouve avec 80 millions d'éléments. Si on passe aux batteries, vous avez le chiffre, c'est quasiment impossible de le faire. C'est quoi un short-circuit et pourquoi on a besoin de la description mésomodèle? Donc là, en fait, dans la batterie, dans la selle de batterie, la cellule de batterie, c'est des sandwichs. En fait, on a des anodes, cathodes et des séparateurs au milieu. Et c'est à l'intérieur, c'est la rupture dans les séparateurs qui font 20 micros en fait, que le short-circuit peut se passer. Donc, on doit, pour avoir cette évaluation, on doit regarder et mailler ces fines couches.
quelques chiffres. Maintenant, vous connaissez pour le crash. Là, pour ça, ça fait chuter le pas de temps. Si on introduit le mesoscale, on va diviser par 1000, en fait, le pas de temps pratiquement. Alors là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de jouer avec le macro et le méso. On ne va jamais mettre le méso dans la voiture, mais on va essayer de lier le short-circuit qui est donné par le méso et le caractère mécanique, là où on n'a pas toute cette description, du macro. On va lier le comportement mécanique du macro avec le short-circuit donné par le méso. On va mettre ça dans une moulinette, machine learning et tout, on va les lier. Et ce qu'on va embarquer, c'est le macro-modèle. J'ai mis macro-modèle entre guillemets parce que là, dans ce schéma-là, on va utiliser le machine learning et la réduction de modèles dans différentes étapes. Qui dit apprentissage, dit données. Donc, on va utiliser la réduction de modèles pour enrichir notre set de données. On va utiliser le modèle réduit et le machine learning pour créer une sorte de macro-modèle. Et bien sûr, ensuite, pour relier les deux, on va utiliser le machine learning. La première tentative en fait, que nous avons essayé, c'était le macro-modèle homogénéisé, qui a le même comportement, il a moins d'éléments, vous voyez ici, et là on voit les courbes de force en fait. Donc il a le même comportement, on peut faire ça, mais même ça, c'est pas assez parce que ça fait chuter quand même le pas de temps et on a besoin de plus. La proposition qu'on a faite, c'est que comme les points de soudure, on a la cellule qui est enveloppée par une enveloppe. Et à l'intérieur, il y a les sandwichs en fait, pour chaque cellule. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme les points de soudure, considérer qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais donner à cette enveloppe une certaine rigidité. Et cette rigidité, quand on vide l'intérieur, les déplacements ou les sollicitations vont arriver. On va donner la force de réaction comme un produit de cette matrice de rigidité par les déplacements. Comment construire cette matrice de rigidité comme ce qu'on a fait avec les points de soudure. Donc là, on va prendre notre méso-modèle, on va le solliciter et puis construire ça. Ce qui a été dur dans ce cas-là, c'est le nombre d'interfaces. Là, au point de soudure, sur les points de soudure, on avait 48 points, on ne dépasse jamais, ça dépend si c'est 3 tôles ou 2 tôles, on ne dépasse jamais, 50 ou 60 points ou 48, je ne sais plus, je n'ai pas le nombre. Mais ici, on a 10 000 points d'interface sur l'enveloppe. Donc ça, c'était vraiment un défi, comment le résoudre. Donc là, c'est le schéma, les sollicitations arrivent dans un truc VPS, comment on va modéliser ça. Donc ce qu'on a fait, c'est on a réduit les sollicitations qui arrivent, en fait, pour échapper à ce nombre d'interfaces. On a la sollicitation qui arrive sur l'ensemble des nœuds, les 10 000 nœuds. On va utiliser les techniques vous avez entendu parler de POD, de SVD pour réduire les sollicitations. Le dictionnaire en fait, de sollicitation et de réaction va être construit d'une façon compressée pour qu'on puisse réduire, en fait, au lieu de traiter les déplacements sur les 10 000 points, on va passer une POD ou SVD pour compresser. Donc ça, c'est un level où on a utilisé les modèles réduits. Et du coup, c'est le même schéma, la voiture qui envoie à la batterie, donc pour la cascade, en fait, pour le calcul. Donc, je vous montre d'abord les résultats et je vais vous parler comment on génère les données pour faire notre apprentissage. Donc là, en fait, on a pris ce qu'on appelle les sollicitations qu'on considère élémentaires, de la flexion, de l'indentation cylindrique, sphérique, et on a pris des sollicitations réalistes aussi. Donc, on a lancé un crash, on a mis le macro-modèle homogénéisé, on a regardé les sollicitations sur l'enveloppe et ces sollicitations, on les a pris. Donc, on avait pratiquement 40 sollicitations entre élémentaires et réalistes. Et là, on voit en fait entre le vert qui est la référence et on a sorti une sollicitation du lot pour voir si on prédit bien. Donc là, vous avez les forces. Donc, sur l'axe X, Y, sur la direction X, Y, Z, et on voit qu'on a construit un macro-modèle qui reproduit ce qui se passe en fait si le sandwich était là à l'intérieur.
Ce qu'ils considèrent, en fait, c'était Viv qui a donné ses spécialistes dans ce domaine. En fait, les sollicitations qu'on considère élémentaires quand on fait les tests sur les cellules de batterie sont, vous voyez ici, c'est du bending, spherical orientation et cylindrical orientation. Et on a envoyé aussi un crash latéral, un pôle, enfin un crash latéral. On a envoyé 12 voitures, 12 simulations parce qu'on avait trois paramètres à chaque fois. Et du coup, on est restreint en nombre de sollicitations réalistes. Donc, si vous voulez, pour chaque cellule, on n'a que 12 sollicitations. On voulait enrichir, avoir plus de sollicitations pour enrichir notre dataset en fait, d'apprentissage. Donc, ce qu'on a fait, on est passé par la réduction de modèles. En fait, c'est la SPGD, spécialité du professeur Chinesta avec qui on travaille. C'est de considérer les paramètres du modèle, je ne vais pas rentrer là-dedans, comme des extra-coordinates, comme X et le temps, et on va construire ce qu'on appelle une solution paramétrique. Donc, non seulement on va considérer le temps et l'espace comme paramètres, mais les paramètres de notre modèle. Ici, c'est la vitesse d'impact, la position du pôle, etc. Donc, ce qui donne qu'on a ici une solution paramétrique où on a une infinité de données. Je ne sais pas si on peut voir, voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, on bouge les sliders et on va voir, en fait, une sollicitation. À chaque fois, on a une infinité de données, en fait, une interpolation, si vous voulez, entre les sollicitations réalistes qu'on a effectuées. Maintenant, en fait, on a construit le modèle réduit, on sait comment générer les données pour l'apprentissage. Maintenant, il faut lier le short-circuit à notre comportement mécanique du macro-modèle. Donc, on va considérer, en fait, comme tout se passe sur les couches des séparateurs, on va essayer de lier l'évaluation du short-circuit au comportement en fait, mécanique ou la déformation, ce qui se passe dans les éléments de ces couches fines. Donc là, typiquement, on a pris le tenseur de déformation. Donc, on a ici le short circuit donné par le mesoscale, par le mésomodèle. Et ici, le tenseur de déformation. On a appliqué une certaine norme qu'on a définie, en fait, pour avoir un seul invariant. C'est le maximum d'une certaine norme de ce tenseur. Et on s'est retrouvé avec cette forme-là. Et on se dit que les deux formes se ressemblent, donc ça doit pas être très difficile de les lier par du super vector machine, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vais passer ça. Et là, c'est juste pour vous dire que ce que vous voyez en vert et en rouge, c'est la partie qu'on a entraînée et le gris, c'est la partie véridique, en fait. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on arrive à détecter le temps, en fait, où on a un short-circuit. Et là, en fait, on a loupé parce qu'on a une certaine classification. On a considéré une classification juste sur le 3 bending, spherical et cylindrical indentation. On a encore du travail à faire quand on a une sollicitation réaliste, parce qu'une sollicitation réaliste c'est jamais juste du pur bending ou du pur indent. Donc, on est en train de travailler ça. Et puis, juste pour dire que notre software s'adapte aussi. Donc, dans la sortie VPS 2022, on a développé une option qui nous permet d'avoir ce tout et de dialoguer avec notre software pour faire notre machine learning. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était ça. Vous avez des questions? Vos modèles, ils sont purement CPU ou CPU et GPU? CPU. Purement CPU, d'accord. Et vous avez regardé un peu le côté accélération possible avec des GPU ou c'est pas clair? Personnellement, non, je ne sais pas. Non, je parle non. D'accord. Est-ce que tu as regardé la robustesse de ce truc-là par rapport à des erreurs ou à des choses comme ça? La robustesse de ton modèle. C'est-à-dire, en fait, côté propagation d'incertitude, c'est le calcul d'incertitude? Non, oui. Je dis pas non. Parce qu'on a ce problème justement dans le crash. Ah oui, c'est pour ça. Non, ça fait partie dans les choses qu'on va regarder avec Renaud d'ailleurs.
Bonjour, Frédéric Maresco de Thales. Vous parliez de Francisco Chinesta, Oui. Qui collabore avec Cher. Avec ESI, et c'est notre directeur aussi dans la partie innovation chez ESI. Je sais qu'il collabore aussi dans le programme Descartes. Exactement. Absolument. On a quel usage Thales sur j'utilise beaucoup les méthodes physique informe dans le network, thermodynamique informe dans le network. Et on sait que les Américains sont en train de regarder ça justement pour le quantique. Tout ce qui est géométrique informe, ils sont en train de regarder tout ce qui est quantum group convolution. Ils sont en train de regarder des schémas d'accélération pour cette simulation. Il y a eu un white paper des grosses universités américaines sur la simulation physique qui disent qu'il faut utiliser du géométrique informe. On réduit beaucoup la dimensionnalité du problème. Et ça serait intéressant, parce que je n'ai pas vu trop de laboratoires en France regarder ces aspects. C'est intéressant que les laboratoires académiques se penchent. Personnellement, je ne suis pas au courant de ça, mais je transmettrai. Est-ce que dans vos matériaux que vous apprenez, là, est-ce qu'il y a des matériaux composites? Là, non. Dans ce que j'ai présenté, non. Est-ce que vous pensez que faire de l'apprentissage sur un matériau composite serait plus compliqué ou moins compliqué? Pourquoi ça serait plus compliqué? Parce que... il y a des directions assez privilégiées dans le matériau composite. Ah, mais il y a une infinité. Il faut mesurer ça parce que c'est vrai que si il y a... Enfin, on réduit ce qui est réductible. Donc, s'il y a une infinité, bien sûr qu'on ne pourra pas. Voilà, merci. Je vous propose une pause d'environ 20-30 minutes. On se retrouve à 15h30. C'est bon.